Je m'appelle Juliette Johnson, j'ai 28 ans, et la nuit où mes parents m'ont renié, mon père a pointé du doigt la porte d'entrée comme si j'avais déjà été effacée de la famille. Si tu sors avec cette bague au doigt, a-t-il crié, ne t'attends pas à un centime d'héritage ou de fonds d'affectation spéciale. Et ma mère m'a regardé avec ce sourire froid qu'elle arborait lors des galas de charité et des dîners du conseil d'administration, et m'a dit, tu gâches tout pour un homme sans statut, sans avenir et sans place dans cette famille. Une seconde plus tard, son masque est tombé. Tu vas épouser un moins que rien fauché. C'est à ce moment-là que j'ai compris que leur colère n'était pas seulement de la colère, mais aussi de la peur. Mes parents avaient créé une puissante entreprise technologique à partir de rien né, quelque part. L'argent avait cessé d'être une sécurité pour devenir une religion. Ils ne voulaient pas seulement que je réussisse. Ils voulaient que je sois utile à l'héritage. Ils ne sont pas venus à mon mariage. Mon frère s'est tenu à l'écart et n'a rien dit, ce qui, d'une certaine manière, était encore pire. J'ai épousé l'homme dont il se moquait, et lorsque j'ai descendu la laissant ma famille, mon mari s'est penché et a murmuré, nous n'avons besoin de rien de tout cela. 3 mois plus tard, les mêmes personnes qui l'avaient traité de moins que rien ne parlaient plus de normes, de réputation ou de valeurs familiales. Ils paniquaient parce que l'homme qui l'avait congédié à mon mariage n'avait jamais été celui qu'ils croyaient, et lorsqu'ils ont finalement appris la vérité, ils n'ont pas appelé pour me féliciter. Ils ont appelé parce qu'ils avaient besoin de lui. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé après leur retour et ce qu'il a dit lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient choisi la mauvaise personne à regarder de haut, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis curieux de voir jusqu'où ira cette histoire. Le jour de mon mariage aurait dû être l'un des plus beaux jours de ma vie, mais dès mon réveil, j'ai eu l'impression d'assister à une cérémonie à laquelle il manquait un organe. J'ai passé des années à être façonnée par le monde de mes parents. Des écoles privées, des stages de qualité, des amitiés approuvées, des attentes bien définies. Alors, même si j'avais choisi Ryan de tout mon cœur, une partie de moi continuait à jeter un coup d'œil vers la porte, comme si l'amour pouvait, d'une manière ou d'une autre, l'emporter sur l'humiliation et faire apparaître ma famille à la dernière minute. Ils ne l'ont pas fait. Pas de messages, pas de fleurs, pas d'excuses, pas même la courtoisie de prétendre que la circulation les avait retardés. Leur silence était délibéré. Ryan et moi ne faisions pas le genre de mariage que mes parents auraient organisé. C'était plus petit, plus chaleureux et plus vrai, avec des amis proches, quelques professeurs de Ryan et des gens qui s'intéressaient vraiment à nous plutôt qu'à notre nom de famille. Rien que cela les aurait offensés. Mais l'insulte la plus grave à leurs yeux était que j'épouse un homme qu'ils ne pouvaient pas classer. Ryan Carter ne se vantait pas, ne cherchait pas à attirer l'attention et ne s'expliquait pas. Sauf s'il estimait que c'était important. Il avait un calme qui irritait les gens puissants parce qu'il donnait à leur intimidation un air enfantin. C'est l'une des premières choses que j'ai aimées chez lui. Il m'a fait sentir que j'étais perçue en dehors de l'architecture de l'image. Lorsque je me suis avancée dans l'allée, je me suis concentrée uniquement sur lui, car si je me laissais aller à regarder trop fort les endroits vides où mes parents auraient dû se trouver, je savais que le chagrin prendrait le dessus. Brian m'a regardé comme si rien d'autre dans la pièce n'avait d'importance, et pendant quelques minutes, cela m'a suffi. Puis j'ai remarqué que mon frère aîné, David, se tenait près du fond de la salle. Il souffrait d'un syndrome respiratoire aigu sévère et n'était pas là pour me soutenir. Il se tenait debout, les épaules serrées et la mâchoire bloquée, comme s'il assistait à la scène d'un mauvais investissement. David avait passé sa vie à devenir le fils que mon père voulait, discipliné, obéissant, poli, utile. Il comprenait mes parents mieux que moi parce qu'il n'avait jamais essayé sérieusement de leur échapper. Pendant la cérémonie, il n'a rien dit, mais à mi-parcours, alors que tout le monde était concentré sur les vœux, je l'ai entendu marmonner, c'est une erreur. Pas assez fort pour provoquer une scène, mais assez venimeux pour gâcher le moment. J'ai quand même continué. J'ai épousé Ryan. Je l'ai choisi devant Dieu, nos amis et la version de mon ancienne vie qui était en train de mourir en temps réel. Par la suite, alors que les invités essayaient de garder l'ambiance légère, David m'a coincé près de la terrasse et m'a demandé si j'étais toujours prête à réparer ce qui s'était passé avant que cela ne devienne un dommage permanent. J'ai ri. Incrédule. Je viens de me marier. Elle a baissé la voix et m'a dit que mes parents étaient humiliés, que les membres du conseil d'administration posaient des questions, que les gens parlaient, que mon choix donnait une mauvaise image de la famille. C'était presque drôle de voir à quelle vitesse le vrai problème est apparu, pas mon bonheur. Il ne s'agissait pas de savoir si Ryan m'aimait, ni de leur image, ni de leurs investisseurs, ni de leur histoire.
Je lui ai dit que j'en avais assez de vivre à l'intérieur d'une marque familiale déguisée en préoccupation. Et elle a regardé Ryan et a dit, les hommes comme lui n'ont jamais duré dans notre monde. Je lui ai répondu que c'était peut-être parce que notre monde était brisé. Ryan m'a retrouvé plus tard à l'extérieur, a enroulé son manteau autour de mes épaules et m'a demandé ce que David avait dit. Quand je le lui ai dit, il n'a pas eu l'air offensé. Il avait l'air pensif, comme s'il était en train de classer quelque chose. Puis il a dit. Le plus dur se passe maintenant. Pas pour toujours. Juste maintenant. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire, mais je m'y suis accroché. Ce soir-là, après la danse, les adieux et l'effort de sourire à travers une blessure, nous nous sommes assis ensemble à l'arrière d'une voiture, les lumières de la ville glissant sur la vitre. Je lui ai demandé s'il avait déjà souhaité tomber amoureux de quelqu'un dont la famille n'était pas un véritable désastre. Et elle a souri et m'a répondu, Emma, tu n'es pas le désastre. Tu es la personne qu'ils ont essayé d'emballer. Il m'a ensuite embrassé la main et a ajouté, il devrait faire plus attention à ne pas sous-estimer les étrangers. Sur le moment, j'ai pensé qu'il me rassurait simplement. Plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait d'un avertissement. Le mariage a commencé dans un petit appartement d'une chambre que ma mère aurait qualifié d'embarrassant et que mon père aurait qualifié de preuve que j'avais gâché ma vie. Pour moi, c'était brut, mais honnête. Il n'y avait pas d'aide, pas de comptes familiaux, pas de filet de sécurité invisible caché derrière mon nom de famille. Et il y avait le loyer, les listes de courses, les demandes d'emploi, les meubles d'occasion et le choc silencieux de découvrir à quel point mon ancienne vie avait été conçue pour m'empêcher de me sentir financièrement vulnérable. À eu début, j'étais presque fière de cette lutte. Chaque assiette bon marché, chaque chaise dépareillée. Chaque longue soirée à la table de notre cuisine me semblait être la preuve que j'avais finalement choisi une vie réelle plutôt qu'une vie fabriquée. Ryan a rendu les choses plus faciles parce qu'il n'a jamais eu honte de notre situation. Il a traité notre petit appartement comme s'il s'agissait du début de quelque chose, et non des conséquences d'une chute. Mais la réalité a le don d'épuiser même les choix les plus nobles. J'avais l'éducation, le curriculum vitae, les références et le bagage poli qui auraient dû rendre la recherche d'un emploi facile à gérer. Pourtant, les refus se succédaient avec une régularité suspecte. Les entreprises qui semblaient enthousiastes lors des premières conversations se sont soudainement retirées. Un entretien prometteur se calmait dès que mon nom de famille était prononcé. Un recruteur que je connaissais bien a fini par admettre ce que j'avais déjà commencé à soupçonner. Les gens entendaient des choses. Une histoire discrète circulait selon laquelle j'étais instable, imprudente et déconnectée parce que j'avais pris une décision personnelle émotionnelle qui m'avait coupé de ma famille. Et il n'était pas nécessaire d'être un génie pour deviner d'où venait cette histoire. Mes parents n'avaient pas besoin de m'attaquer publiquement. Il leur suffisait de me présenter comme un boulet et de laisser l'écosystème professionnel d'élite de Boston faire le reste. Lorsque j'ai dit à Ryan qu'il n'était pas assez surpris pour me rassurer, il m'a répondu qu'il se doutait qu'il ferait quelque chose de ce genre. Cette réponse m'a dérangé, mais pas suffisamment pour me forcer à poser les questions plus profondes que j'aurais dû poser. Nous étions trop occupés à survivre. Les factures sont devenues plus difficiles à discuter. Chaque visite à l'épicerie devenait un exercice mathématique. J'ai arrêté de rencontrer des gens, car la pitié mêlée à la curiosité est l'une des expressions sociales les plus laides au monde. Les amis se sont éloignés. Quelques personnes qui aimaient être vues avec moi sont soudain devenues difficiles à joindre. J'ai aussi entendu des rumeurs sur Ryan. Qu'il était étudiant. Un fondateur raté. Un vagabond. Un intellectuel brisé avec trop de confiance et pas assez de soutien. Le plus humiliant, c'était l'empressement avec lequel les gens croyaient à la version des faits de ma famille. Un après-midi, dans un moment de faiblesse, j'ai appelé David. Je ne sais pas si je voulais du réconfort, de l'honnêteté ou simplement la preuve que quelqu'un dans ma famille me considérait encore comme un être humain. Il a répondu comme si je l'interrompais. La conversation a dégénéré presque immédiatement. Et elle s'est moquée de ma décision, s'est demandé comment l'amour comptait payer le loyer et m'a clairement fait comprendre qu'il avait besoin que j'échoue. C'est à ce moment-là que je l'ai vu clairement. Sa loyauté envers nos parents n'était pas seulement de l'amour ou une habitude. C'était une identité. Si je pouvais m'éloigner de la machine familiale et m'en sortir, il devait faire face à ce à quoi il avait renoncé pour y rester. Lorsque je lui ai demandé quel était son vrai problème avec Ryan, il a esquivé la question de manière suffisamment grave pour confirmer que Ryan était absolument le problème. J'ai raccroché, furieuse et ébranlée. Ce soir-là,
Ryan m'a écouté répéter tous les mots cruels que David avait prononcés. Puis il m'a regardé et m'a dit. Il a l'air menacé. J'ai dit qu'il avait l'air suffisant. Ryan m'a dit que la suffisance était la façon dont les personnes menacées s'habillaient lorsqu'elles voulaient se sentir en contrôle. Je me souviens l'avoir regardé fixement, réalisant une fois de plus qu'il semblait comprendre la psychologie de ma famille avec une précision inhabituelle. Et elle continuait à dire des choses qui ressemblaient moins à du réconfort qu'à de l'observation. Il parlait de contrôle, de panique et de pouvoir comme s'il avait déjà vu ce genre d'effondrement. À peu près à la même époque, j'ai commencé à remarquer de petites contradictions que je continuais à repousser. Ryan avait des appels qu'il prenait en privé. Et elle parlait des marchés, des structures d'entreprise et des risques techniques avec une aisance qui ne correspondait pas à la version « personne fauchée » que mes parents lui avaient attribuée. Il restait calme dans des situations où la plupart des gens auraient été humiliés ou sur la défensive. Pourtant, rien de tout cela ne me paraissait assez important pour le défier de front, car j'étais trop fatigué. Le point le plus bas est survenu après un autre entretien raté, lorsque je suis rentrée à la maison trempée par la pluie, que je me suis assise par terre dans l'entrée et que j'ai pleuré si fort que je n'ai même pas pu enlever mes chaussures. Ryan m'a trouvé là, s'est agenouillé devant moi et m'a laissé m'effondrer sans essayer d'arranger les choses trop vite. Je lui ai dit que j'avais peur que mes parents aient eu raison, que j'avais peut-être confondu bravoure et stupidité. Et elle m'a tenu le visage, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit. Dur ne veut pas dire mauvais et lutter ne veut pas dire petit. Puis il m'a dit quelque chose qui est resté en moi comme son murmure de la nuit de noces était resté en moi. Tes parents pensent qu'ils attendent que tu reviennes. Ne le fais pas. Il y a une autre option. C'est juste que tu ne la vois pas encore. C'est la première fois que je me suis sérieusement demandé si Ryan n'était pas en train d'endurer les retombées avec moi. Peut-être qu'il étudiait déjà la façon dont cela se terminerait. Le changement suivant est venu d'un endroit auquel je ne m'attendais pas. L'avocat de ma défunte grand-mère. J'ai reçu un appel d'une femme formelle et prudente, Margaret Levin, qui m'a informé que ma grand-mère avait créé un trust privé à mon nom des années auparavant. En dehors des structures financières plus visibles que mon père utilisait toujours comme levier. J'ai rencontré Margaret dans son bureau 2 jours plus tard et j'ai appris quelque chose qui a changé le paysage émotionnel instantanément. Ma grand-mère savait apparemment que mes parents étaient trop obsédés par le contrôle, et elle avait mis de côté de l'argent spécifiquement lié à mon mariage et à mon indépendance à long terme. Les termes employés dans la fiducie étaient si précis qu'ils ressemblaient à un message d'outre-tombe. Stabilité personnelle, prise de décision autonome, sécurité indépendante. Ma grand-mère avait vu la machine familiale plus clairement que je ne l'avais jamais fait. L'argent aiderait énormément, mais il y avait une complication. L'accès aux fonds fiduciaires déclencherait des avis juridiques et procéduraux dont mes parents prendraient certainement connaissance, et Margaret m'a prévenu que même s'ils ne pouvaient pas empêcher la distribution de l'argent, ils pourraient essayer de créer une pression autour d'elle. Elle avait raison. Dans les jours qui ont suivi, ma mère m'a appelé de cette voix polie et prudente qu'elle utilisait pour feindre l'inquiétude tout en négociant des avantages. Elle m'a posé des questions sur l'avocat, le trust, mes projets et m'a demandé si j'étais prête à gérer quelque chose d'aussi important sans l'aide de ma famille. J'ai demandé si elle parlait de conseil ou de contrôle. Cela ne lui a pas plu. Comme toujours, elle a essayé de transformer ma clarté en instabilité émotionnelle, laissant entendre que j'étais trop bouleversée pour penser clairement, trop inexpérimentée pour comprendre les conséquences, trop vulnérable pour gérer de l'argent en dehors de la structure protectrice de la famille. Je lui ai répondu que la famille ne m'avait jamais protégée. Elle m'avait encadrée. Cela s'est avéré plus difficile qu'elle ne le pensait. Derrière toutes ces formulations prudentes, la véritable préoccupation est apparue rapidement. Optique, perception, intérêts familiaux, sensibilité des investisseurs. Même aujourd'hui, alors qu'ils ont manqué mon mariage et contribué à empoisonner ma réputation professionnelle, leur premier réflexe est de reprendre le contrôle de toute ressource susceptible de réduire ma dépendance à leur égard. La question n'a jamais été de savoir si j'allais bien. Il s'agissait de savoir si je restais gouvernable. À peu près à la même époque, d'autres contacts étranges ont commencé à apparaître, des amis de la famille prenant soudainement des nouvelles, d'anciens collègues me tendant la main avec une chaleur suspecte. Des personnes dont ma mère espérait manifestement qu'elles pourraient servir de point de pression. Ils recueillaient des informations, testaient mes faiblesses financières, cherchaient un moyen de revenir. Ryan observait tout cela avec un calme troublant. Un soir, après une nouvelle étape décevante dans ma recherche d'emploi, je me suis finalement tournée vers lui et lui ai dit « Comment sais-tu exactement comment ces gens pensent ?» Cette fois,
je ne l'ai pas dit avec désinvolture. Il a marqué une pause, puis a admis qu'il avait eu affaire à des personnes comme mes parents à un niveau que je ne comprenais pas encore. Sa réponse m'aurait frustrée dans d'autres circonstances, mais au lieu de cela, elle a aiguisé quelque chose en moi. Puis il a posé une autre question. S'il me disait qu'il y avait un moyen de construire quelque chose de réel sans toucher à l'argent ou à l'approbation de ma famille, prendrais-je le risque? J'ai répondu par l'affirmative avant même de savoir ce qu'il voulait dire. C'est alors qu'il a commencé à me parler d'une idée de société qu'il avait discrètement développée, une entreprise de sécurité et d'infrastructure d'entreprise conçue autour des faiblesses que les entreprises technologiques à croissance rapide ignorent souvent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. A eu début. Les détails techniques m'ont échappé, mais pas la vision d'ensemble. Ryan ne fantasmait pas. Il avait un vrai modèle, une vraie orientation produit, une vraie compréhension des lacunes du marché, surtout, un vrai sens de la façon dont les entreprises comme mes parents surestimaient l'image de marque et sous-estimaient les faiblesses structurelles. Nous avons commencé à travailler sur l'idée le soir dans notre appartement, moi façonnant le langage et la narration, lui affinant l'architecture et la stratégie. C'était la première fois depuis des mois que je me sentais utile d'une manière qui n'avait rien à voir avec le fait de plaire à ma famille. Le mariage qui avait été assiégé a commencé à devenir un partenariat au sens le plus profond du terme. Nous n'essayions plus seulement de survivre au rejet. Nous construisions. Pendant ce temps, les messages de ma mère continuaient à arriver dans un langage plus doux. J'ai essayé de faire passer la réconciliation pour de la maturité et la prudence pour de l'amour, et j'ai supprimé la plupart d'entre eux. Puis Ryan m'a dit qu'il avait obtenu un rendez-vous avec de vrais investisseurs. Pas de vagues possibilités. Des vraies personnes. Des gens sérieux. Des gens dont mes parents se soucieraient s'ils les connaissaient. Quand j'ai demandé à quel point c'était sérieux, il m'a répondu, assez sérieux pour que, si tout se passe bien, tes parents en entendent parler, que nous le leur disions ou non. Pour la première fois depuis mon mariage, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que l'espoir. J'ai ressenti de l'impatience. Une fois la réunion avec l'investisseur programmée, notre appartement a cessé de ressembler à un endroit où nous tenions à peine ensemble et a commencé à ressembler à un centre de commandement. Nous avons passé des nuits entières à préparer des dossiers, à affiner le langage, à répéter les réponses et à nous disputer sur le ton, le risque, le cadrage du marché et l'équilibre émotionnel exact entre la confiance et la crédibilité. Plus je travaillais avec Ryan sur ce projet, plus il devenait évident que ce qu'il avait été bien plus qu'un projet secondaire. Elle comprenait les entreprises de la même manière que certains comprennent les phénomènes météorologiques, où se situe la pression, où se forment les fissures, où l'arrogance déguise la fragilité. Elle a parlé d'infrastructures, de cyber-risques, d'erreurs d'échelle, d'angle mort de l'entreprise et du comportement des dirigeants avec une aisance qui m'a forcé à affronter une question que j'avais trop longtemps repoussée. Un soir, après avoir passé des heures à réviser la présentation, j'ai finalement fermé mon ordinateur portable et je lui ai dit que j'avais besoin de la vérité, pas d'allusions, pas de fragments. Toute la vérité. Il ne s'est pas montré offensé ou coincé. Il a simplement hoché la tête et m'a dit la vérité. Ryan n'a pas grandi dans la misère. Son père avait fondé une entreprise d'infrastructure et de cybersécurité respectée, qui avait ensuite été intégrée à un groupe technologique plus important. À la mort de son père, Ryan a hérité de participation et d'un accès dont il ne parlait que rarement, car il détestait le comportement des gens face à l'argent et au statut. Il a passé des années à se faire discret, choisissant d'étudier, de consulter et de construire selon ses propres termes plutôt que de faire commerce de son nom. Il voulait savoir ce que les gens pensaient de ses idées avant qu'il ne sache ce que son parcours pouvait leur apporter. Lorsqu'il m'a rencontré, il a choisi de ne rien dire de tout cela parce qu'il ne voulait pas que mes sentiments ou le jugement de mes parents soient filtrés par sa valeur sur le papier. Je suis restée là, stupéfaite. Mais j'ai d'abord ressenti de la colère. C'était du soulagement. Non pas parce qu'il avait de l'argent, mais parce que l'étrange calme dont il avait fait preuve depuis le début avait enfin un sens. Il n'était pas détaché du risque. Il avait simplement navigué sur une carte que je ne pouvais pas encore voir. Je lui ai demandé pourquoi il ne me l'avait pas dit plus tôt, surtout lorsque je me noyais sous la cruauté de ma famille. Il m'a dit que s'il avait tout révélé dès le début, mes parents auraient immédiatement réécrit le récit. Soudain, le mariage aurait été acceptable parce qu'il répondait à leurs critères, et ma décision aurait été validée rétroactivement par la richesse et non par l'amour. Il m'a dit qu'il avait besoin que la vérité soit exposée clairement. Elle avait besoin de savoir que je l'avais choisi avant que quiconque ne puisse décorer ce choix d'une approbation. C'était frustrant, mais il était difficile de le contredire. À partir de ce moment-là,
J'ai travaillé différemment. J'ai cessé de me sentir comme une femme qui avait abandonné la sécurité pour l'amour et j'ai commencé à me sentir comme une femme qui se tenait au seuil d'un renversement majeur. Ma famille avait rejeté Ryan parce qu'elle avait jeté un coup d'œil à la surface et décidé qu'elle comprenait l'homme dans son intégralité. Ce genre d'arrogance coûte cher lorsqu'elle rencontre quelqu'un d'assez patient pour ne pas la corriger trop tôt. Au fil des jours, l'anxiété de ma famille a commencé à se manifester par de petites fissures. David m'a envoyé un texto pour me demander si nous pouvions avoir une conversation mature. Ma mère a soudain voulu reprendre contact. Mon père est resté silencieux, ce qui, dans son cas, était généralement le signe qu'il rassemblait des informations et cherchait à influencer le cours des choses. David m'a finalement intercepté à la sortie d'un café et a essayé de m'avertir que mon mari avait passé des coups de fil. Que mon père savait qu'une réunion se préparait et que si nous essayions de construire quelque chose près de l'entreprise de mes parents, cela deviendrait un problème. Cette conversation a révélé plus de choses qu'il n'en avait l'intention. Il était ébranlé. Il ne se moquait plus de moi. Il avait peur d'être démasqué. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai raconté à Ryan ce que David avait dit, la seule réponse de Ryan a été « bien ». Cela signifie qu'ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas mesuré. Ce soir-là, allongé à côté de lui, je lui ai demandé s'il avait su dès le départ que ma famille et son monde professionnel finiraient par se télescoper. Il a admis qu'il avait reconnu le chevauchement. Mais il a également dit qu'il ne m'avait jamais poursuivi pour cette raison. Il est resté parce que je lui ai donné envie d'une vie plus grande que la stratégie. Cette réponse était importante parce qu'elle me rappelait que même si le pouvoir se déplaçait sous nos pieds, le centre de l'histoire restait personnel. Le lendemain, nous nous sommes rendus à la réunion des investisseurs non pas comme deux personnes implorant un sauvetage, mais comme des partenaires porteurs de quelque chose de réel. Et la réunion des investisseurs s'est déroulée dans un espace élégant du centre ville, plein de murs de verre, d'argent silencieux et du genre de désinvolture contrôlée que les gens riches utilisent lorsqu'ils veulent que le pouvoir paraisse moderne. J'étais nerveux, mais pas parce que je doutais de Ryan. J'étais nerveux parce que je comprenais que si la salle réagissait comme je le pensais, ce qui s'y passait se répercuterait rapidement à l'extérieur. Ryan, quant à lui, avait l'air tout à fait à l'aise. Il accueillait les gens comme des pères, et non comme des gardiens. Ce seul fait m'a permis d'en savoir plus que la moitié de sa confession. Un ancien directeur technique l'a accueilli chaleureusement. Un investisseur que j'avais reconnu dans des publications commerciales a utilisé son prénom avec une familiarité évidente. Une autre femme qui avait lu quelque chose qu'il avait écrit s'est adressée à lui avec un réel respect. En regardant cela, j'ai réalisé à quel point mes parents l'avaient mal interprété. Ils n'avaient pas seulement sous-estimé un homme, ils avaient mis en évidence la paresse de leur propre jugement. Ryan et moi avons commencé à nous installer, à revoir le déroulement une dernière fois, lorsque la porte s'est ouverte et que David est entré. Il n'était pas à sa place. Et la tension qui se lisait sur son visage indiquait qu'il le savait. Et elle s'est dirigée vers nous et a exigé de me parler à l'extérieur. J'ai refusé. Et elle a baissé la voix et m'a dit « Tu n'as pas idée des dégâts que cela pourrait causer ». Ryan s'est approché et lui a dit « Ce n'est ni l'endroit ni le moment ». David s'est retourné contre lui et l'a accusé de mentir. Ryan répond avec une précision calme « Ma famille avait fait des suppositions, et les suppositions ne sont pas la même chose que la vérité ». Cela a fait taire David suffisamment longtemps pour que la réunion puisse commencer. Ryan a mené la première moitié de la présentation et s'est montré extraordinaire. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil, ce qui le rendait encore plus convaincant. Elle a exposé le problème du marché, les faiblesses structurelles des systèmes d'entreprise existants, le coût de la fausse confiance et l'ouverture à une solution qui ne s'adresse pas seulement à la technologie, mais aussi au déni des dirigeants. J'ai reconnu l'entreprise de mes parents dans la moitié des exemples sans qu'ils ne les aient jamais nommés. Lorsque mon tour est venu, j'ai abordé les sections du positionnement et de la narration et j'ai senti une version de mon retour à la réalité qui m'avait échappé. Je savais comment traduire l'intelligence en urgence. Je savais comment parler de confiance, de risque, de fragilité de la marque et de l'écart entre les entreprises qui semblaient résilientes et celles qui l'étaient. Personne dans cette salle ne m'a regardé comme une fille imprudente détachée d'une famille puissante. Ils m'ont regardé comme si j'étais à ma place. Rien que pour cela. J'ai eu l'impression de prendre ma revanche. Puis vint le moment décisif. L'un des investisseurs principaux a demandé à Ryan de clarifier ses antécédents et ses affiliations pour la salle parce que certains détails suggéraient des relations antérieures qui pourraient avoir de l'importance. Ryan n'a pas hésité. Il leur a dit la vérité, clairement et sans esbrouf. L'entreprise de son père,
ses positions dans le capital, son travail technique, son passé de conseiller, les réseaux qu'il avait intentionnellement tenus à l'écart de l'image de marque publique tout en décidant ce qu'il voulait construire de manière indépendante. Et la salle s'est recalibrée en temps réel. Non pas par le mélodrame, les gens sérieux ne halètent pas, mais par le changement silencieux qui se produit lorsque le respect s'approfondit instantanément. J'ai regardé David et j'ai vu le moment où le poids de l'erreur de sa famille l'a frappé de plein fouet. Ils avaient considéré Ryan comme une personne sans nom et devaient maintenant se rendre compte que la salle qu'ils craignaient le plus savait déjà exactement qui il était. Les questions de suivi se sont transformées en un intérêt sérieux. Des étapes concrètes ont été évoquées. Il ne s'agissait plus d'une conversation pleine d'espoir. Il s'agissait d'une opportunité réelle. À la fin de la réunion, David est revenu à la charge, accusant Ryan d'avoir incité ma famille à le sous-estimer. Ryan a répondu qu'il ne les avait pas piégés. Il n'avait simplement jamais interrompu leur arrogance. Cette réplique a fait l'effet d'un verdict. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Tout de suite. J'ai regardé le message et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Pour la première fois depuis qu'elle m'avait renié, elle ne me tendait pas la main d'autorité. Elle me tendait la main parce qu'elle était exposée. Sur le chemin du retour, j'ai tout revu et j'ai ressenti de la colère, du soulagement, de la validation et du chagrin, tous mélangés. Rien de tout cela n'aurait dû arriver. Mes parents auraient pu choisir l'amour plutôt que le contrôle il y a des mois. Ils ne l'ont pas fait. Lorsque j'ai finalement rappelé ma mère, elle m'a demandé pourquoi je ne leur avais pas dit qui était vraiment Ryan. Je lui ai dit qu'ils n'avaient jamais demandé qui il était. Ils ont décidé ce qu'il était. Elle a essayé de faire passer tout cela pour de l'inquiétude, a dit qu'il y avait des implications que je ne comprenais pas, a dit que mon père voulait lui parler, a dit que nous devions tous nous asseoir calmement. J'ai immédiatement entendu la traduction. Ce matin, il avait été une erreur. Maintenant, il était une opportunité. Lorsque j'ai mis fin à l'appel, Ryan m'a demandé si c'était grave. Je l'ai regardé et je lui ai dit, c'est assez grave pour qu'ils aient besoin de toi. Pour la première fois de la journée, j'ai vu son expression se durcir. Les 48 heures qui ont suivi ont été presque surréalistes parce que mes parents ont changé de rôle si rapidement. Les personnes qui m'avaient condamné, isolé et renié essayaient soudain de revenir dans l'histoire en tant que réalistes soucieux de s'aligner. Mon père a appelé Ryan directement le lendemain matin. Et Ryan a mis le téléphone sur haut-parleur pour que je puisse entendre chaque mot. Mon père s'est ouvert comme un homme en prétendant qu'il s'agissait d'un désagrément professionnel et non d'un revirement personnel. Et elle a dit qu'il serait judicieux qu'ils se rencontrent parce qu'il y avait maintenant des intérêts commerciaux qui se chevauchaient et qui risquaient de devenir inutilement conflictuels. Traduction, nous réalisons que vous avez du pouvoir et nous voulons limiter les dégâts. Ryan a demandé pourquoi il lui incombait d'éviter les conflits. Mon père a répondu qu'il s'était marié avec la famille. L'audace de cette réponse m'a presque coupé le souffle. Elle m'avait renié pour avoir épousé Ryan, et maintenant il invoquait la famille quand cela le servait. Je suis intervenu et lui ai rappelé ce fait. Il a essayé d'arrondir les angles en disant que les gens avaient dit des choses sous le coup de l'émotion. Mais cela n'a fait qu'augmenter ma colère parce que c'était un mensonge. Il ne s'était pas mal exprimé. Il s'était révélé. Mon père a fini par en venir au fait. Il avait entendu dire que l'entreprise de Ryan pourrait approcher des sociétés liées aux intérêts de son entreprise, et il pensait qu'une coordination serait judicieuse. Ryan a appelé cela par son nom, le contrôle des dommages. Mon père ne l'a pas nié. Plus tard dans la journée, ma mère a demandé à me rencontrer en privé. J'ai accepté, d'une part parce que je voulais voir leur visage maintenant que le récit s'était inversé, et d'autre part parce que je savais que quelque chose en moi avait besoin de cette confrontation pour s'achever. John et moi nous sommes rendus à la maison de mes parents le lendemain soir. Tout dans cet endroit était identique, les portes, la symétrie, les intérieurs soignés. Le personnel silencieux, mais il n'était plus imposant. On aurait dit un décor construit pour maintenir l'illusion que le contrôle était naturel. Ma mère nous a accueillis avec un calme fragile. Mon père attendait dans le salon et David était là, lui aussi, avec l'air d'un homme qui ne savait plus où se mettre. Ils ont essayé de commencer de manière formelle, comme s'il s'agissait d'une conversation d'adultes entre personnes sérieuses, plutôt que de l'épave émotionnelle de leurs propres actions. Mon père a dit qu'il n'avait pas été pleinement informé des antécédents de Ryan. Ryan a répondu qu'ils avaient été pleinement informés de leur propre comportement.
Ma mère a demandé que nous ne rendions pas la soirée hostile. Je lui ai rappelé que l'hostilité m'avait désavoué à cause de mon mariage. Elle a alors tenté une approche plus douce, en disant qu'ils avaient seulement eu peur pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai enfin dit tout haut ce que j'avais compris depuis des années mais que je n'avais jamais affronté directement. Mes parents n'étaient pas seulement en colère parce que j'avais épousé quelqu'un qu'ils considéraient comme inférieur à la famille. Ils étaient terrifiés parce qu'ils avaient construit toute leur identité sur la fuite du manque. Au fil du temps, la survie s'est transformée en obsession. Ils ne jugeaient plus les gens en fonction de leur gentillesse, de leur caractère ou de leur intégrité. Ils jugeaient les gens en fonction de leurs valeurs stratégiques. J'avais refusé d'utiliser le mariage comme un instrument de préservation. Et cela a révélé quelque chose en eux qu'ils ne voulaient pas affronter. Mon père m'a dit que je n'avais pas le droit de psychanalyser la famille. Je lui ai répondu que j'avais grandi dans cette famille. La conversation s'est alors orientée vers ce qu'il voulait vraiment depuis le début. Les affaires. Mon père a vaguement parlé d'avantages mutuels, de chevauchement d'intérêts et de la nécessité d'éviter les conflits inutiles sur le marché. Ryan lui a demandé d'être plus clair, et la vérité a fini par émerger. L'entreprise de mes parents avait des faiblesses, des contrats en cours et des raisons de craindre qu'un concurrent disposant de meilleurs outils et d'une plus grande crédibilité n'entre dans l'espace adjacent. Il ne demandait pas la paix parce qu'il regrettait ce qu'il m'avait fait. Il demandait la paix parce que, pour la première fois depuis des années, leur contrôle avait des limites. Ma mère a alors commis l'erreur de faire appel à moi en me disant que je devais comprendre ce que cela pouvait faire à mon père. Cela a brisé quelque chose de définitif en moi. Même à l'époque, malgré tous les dégâts qu'ils avaient causés, son instinct ne l'a pas poussé à me demander ce que leur choix avait fait de moi. Elle m'a demandé de l'aider à gérer les conséquences pour lui. Je lui ai dit que si j'étais toujours leur fille, ils auraient dû agir en conséquence lorsque le prix à payer était réel. David a finalement admis qu'aucun d'entre eux ne pensait que les choses iraient aussi loin, et je lui ai dit que c'était parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur choix se retourne contre eux. Lorsque mon père a élevé la voix, Ryan l'a fait taire d'une phrase calme, et j'ai assisté à un événement qui, je pense, a blessé mon père plus que n'importe quel embarras public. Pour la première fois peut-être de sa vie d'adulte. Sa colère ne contrôlait plus la salle. À la fin de la réunion, ma mère a dit qu'il pouvait arranger les choses. Je lui ai répondu qu'il pouvait se mettre à l'aise, ce qui n'était pas la même chose. Ryan a alors tracé la ligne finale. Et elle a dit qu'il ne discuterait pas de l'alignement commercial dans cette pièce, et que s'il voulait vraiment réparer leur relation avec moi, il faudrait commencer par l'honnêteté plutôt que par l'effet de levier. Nous les avons laissés là. Dans les semaines qui ont suivi, les conséquences se sont déroulées exactement comme Ryan l'avait prédit. L'entreprise de mes parents ne s'est pas effondrée, mais elle a perdu le contrôle de la narration. Les investisseurs et les partenaires ont commencé à poser des questions plus pointues. Les contrats ont ralenti. Les révisions ont commencé. L'image d'invulnérabilité s'est fissurée. Non pas parce que Ryan a lancé une vendetta personnelle, mais parce que la réalité a finalement rattrapé une entreprise trop habituée à être protégée par son image. En ce qui nous concerne, un groupe d'investisseurs a pris une décision décisive et notre entreprise a commencé à prendre forme pour de bon. Mon rôle est devenu formel. Je n'étais plus seulement la femme de Ryan. J'étais sa partenaire dans la construction de quelque chose qui n'avait pas été hérité ou approuvé, mais gagné. Ma mère a continué à envoyer des messages pour essayer de recadrer l'avenir comme une guérison. Mon père a envoyé un courriel froid et prudent qui se rapprochait le plus d'excuses sans jamais en devenir vraiment. David, et c'est tout à son honneur, a admis plus tard qu'une partie de sa colère venait du fait que si je pouvais partir et aller bien, alors il devait se demander pourquoi il était resté. C'était la première chose honnête qu'il me disait. Et la partie la plus douce de l'histoire n'a jamais été de voir mes parents paniquer lorsqu'ils ont appris qui était vraiment mon mari. La partie la plus douce a été de réaliser que je n'avais plus besoin de leur approbation pour savoir que j'avais bien choisi. Leur panique n'était que le reflet du miroir. Et la vraie victoire, c'est qu'au moment où ils ont eu besoin de lui, je n'avais plus besoin d'eux pour valider ma vie. Chez Riven Jargon, notre équipe travaille dur pour créer des histoires significatives, bien conçues, qui sont à la fois engageantes et qui donnent à réfléchir. Nous nous engageons à préciser qu'il s'agit d'histoires fictives créées pour partager avec nos téléspectateurs des leçons précieuses, des messages positifs et des idées éducatives. Les méchants de cette histoire n'étaient pas seulement cruels. Ils étaient aveuglés par l'orgueil, le contrôle et la croyance que l'argent leur donnait le droit de juger tous les autres. En fin de compte, leur plus grande erreur a été de sous-estimer ceux-là même qu'ils essayaient d'abattre. À la place d'Emma, comment réagiriez-vous face à de telles personnes ?
Vous seriez-vous éloigné discrètement, les auriez-vous confrontés directement, ou leur auriez-vous fait regretter chaque mot? I'm a screamer. I'm a screamer. Can breathe. I can breathe. Good news, CC. We can't hear the scream. Thank you. Thank you. Thank you for showing. Good old Crazy Frog. Yeah, but it's Crazy Frog with a fart. It's all the farts in between. Because why not? You could do also exclamation point PP. You could check your size. You could do exclamation point Tarot, T-A-R-O-T, not carrot, mama. That one will give you a. Thank you. Thank you for the commands thing. Jesus, Roosevelt Christ. One R, Essex, 1R. And you can collect your Pokemon. I do have a lot going on. Whoa, why do I hear that? Oh, the card burns green. You've got the Wheel of Fortune. So with the Wheel of Fortune one, you get 25% sanity for Firebot. It also gives you 25% coffee points. So if you get the Wheel of Fortune, you get additional coffee points added to your Firebot account. Like, well, the Firebot, my Firebot account, but like for your specific one, if you know what I'm saying. And that goes towards giveaways, all those other fun things that I like to do. But with the tarot card, if you pull the death card, you get timed out of chat for a little bit, and then we have to bring you back. Same thing with Russian roulette. They really like Russian roulette here. So, hi, Royce. Welcome on in, friend. 12 inches. Okay, I see you. I get it. You're packing. Take some advice. Some people would be better off if they took their own advice, like me. The card burns pink, the devil card, which means the ghost is about to pop out like, hey, bestie, miss me? This card triggers a ghost event towards the nearest player. Welcome on in, friends. All right, let's get started. We were going to do a drop. Do you remember who won the drop? Because I don't remember. I have no idea. Well, you can pick. That's okay. You won, Mama? Did you really win, Mama? I think she did, honestly. Okay. I think she did. I actually think she did. All right, Mama, where are we going? Don't pull a trigger. No Russian roulette. Stop it. We already found out that if you get timed out, you lose your sword. How's the games going? Hi, Strawberry. How are you, sweetie? Willow Street. We're going to Willow. You ready? Right, let's go. Willow, my beloved. We already found out. If you get timed out, Mama, you live. No! The hangman. Hold on. Hold on. I shall get Mama back. It's okay. It's okay. Where are you, Mama? Untime out, Mama. Mama really likes Russian roulette, so I had to give Mama something else to do besides just the roulette. The games are going pretty well. I keep dying like always. And how are you, Strawberry? I'd probably lose VIP, probably, and I'd have to give it back to you. But yeah, for anyone who's new to the channel, we really like, I'm back! Mama. We really like spicy here. So if you don't like spicy, I apologize. But we like it spicy. Well, actually not too much spicy, because I gave myself an ulcer. Yeah, I gave myself an ulcer, which reminds me, for anyone else who wasn't here at the beginning of stream. Excuse me?
You hear? I don't like that one. I accidentally started my timer. I started my live split. Anyway, if you weren't here at the beginning of stream, I will be only on this week for streaming. Normally I would be on Mondays, Wednesdays, and Fridays. However, I'm having a endoscopy tomorrow and a funeral on Friday. So this is the only day I'm going to be on this week. But I do appreciate you guys coming in with the raid and the follows. I really do appreciate it. House, you've been sorted into Hufflepuff. Loyalty, patience, and hard work defines you. You can also do exclamation point type, and that will give you what ghost type you are on Faz as well. I love all these things. Like, I love all the crazy stuff. Thank you so much for your lurky turkeys. I appreciate you. I hope you have a good lurk. Whatever you have to do, take care of yourself. And make sure you're alright. Oh wait, she said child's room. Why am I over here? Hello. Oh god! Oh god, we got dots! We got dots and gorbs! We got dots and gorbs! That just scared me. I think it's a Yurei. So what if I want to dance? You got Princess Diane. Ooh, I love me some Princess Diane. I saw the door. The door moved it moved like that. I heard it. Oh, where is it? Got it. I got it. I got it. I got it. We're good. Sorry. You would like to dance, you Princess Diane. Considering I have a Slytherin shirt, I don't know whether or not to be sad or disturbed. I'm a Slytherin myself, so it's okay. It's totally okay. Thank you for the hugs, Truth. Yeah, I'm trying my best to be a happy camper this week, but the funeral is for an uncle who helped raise me. And I was the closest thing to a child that he had. I also live 3,000 miles away, so I only get to attend virtually. And I've been in a mood. I'm not even gonna lie. So I appreciate the hugs and the cheery uppies, because I could use all of it. Not even joking. I've never played Phasmo. I bought it but still haven't played, and we should play. Slow, let me know and we should play. Join the Discord. And whenever I am on, I will. Don't do that. Whenever I am on, I usually post that I'm going to be playing, and then you could come and play. Like, it's totally fine. Ooh, your crazy levels 22. There's nothing wrong with that. Like, that's actually not bad. That's not bad. 22. That's not bad. Oh. Okay, so pictures are done. What do we need still? We need 3 videos. So I die a lot, slow, but I do actually know how to play. And if I'm sitting here and not just playing, or if I'm not just like talking to chat and I'm actually trying to play, I can actually kind of do some things. Just saying. Sending love and condolences. Oh, thank you guys. Yeah, I'm trying to just be a happy camper, you know? Like, we're just being happy. I would like to ask you guys though, if you guys came in with the raid, could you just do me a solid? Oh, it's a Luke. It can't be a Banshee. Could you just do me a solid and just refresh the stream and let Twitch know that you are here? So we can't have Archer. We can't have a Banshee. I said that. Oh, I thought you said it was a Banshee. I was like, wait, we can't have one. I'm sorry. I'm sorry. I think it's a Yurei. I think so too, because of the door. Yeah, let's just get the rest of the media, and we'll go out with a bam. We just need a sound recorder. Excuse me. Sound recorder. Turned off the light over there. Hello. Where did my camera go? Sound recorder. All right, let's see here. So far, I have ghost orbs and translucent ghosts. Okay, so do me dots. Dot on me, baby. Come on, Luke. Luke, give me the dots. Just dot. Dot. Come on. That Faz PC setup. I don't do well with scary games, so there's that. That's fair.
That's fair. You should see. Lately, I've been playing Visage. Visage is terrifying. I do not recommend. That one really messed up my brain. I wish there were more Wendigos in games. Oh my gosh, same. So a long time ago, not a long time ago, it was like a little bit ago. I forgot to record that. We were doing this whole thing about seeing like Thank you, Mama. And the fart after.